Vous avez un morceau de verre, un simple verre, comme une fenêtre, et vous y projetez de la lumière. Ce qui se produit? Bien sûr, la majeure partie de la lumière passe, mais une partie est réfléchie, environ 4% en réalité. 4 photons sur 100 qui frappent cette vitre décident de faire demi-tour. Comment un photon prend-il une décision? Vous avez 100 photons, tous identiques, frappant tous le même morceau de verre au même angle. 96 passent, 4 rebondissent. Pourquoi ces 4-là? Ce qui les rend si spéciaux. Et si vous pensez, eh bien, il y a peut-être de petites imperfections dans le verre, de petites taches qui réfléchissent et de petits trous qui laissent passer la lumière. C'est une supposition raisonnable, mais elle est fausse. On peut polir le verre jusqu'à ce qu'il soit absolument parfait au niveau atomique, et on obtient toujours exactement 4% de réflexion. Les photons ne rebondissent pas sur les imperfections. Alors peut-être que les photons eux-mêmes sont différents d'une certaine manière, comme s'ils possédaient de petites horloges ou roues internes qui déterminent s'ils vont se réfléchir ou traverser le matériau. Ça paraît fou, mais ce n'est pas une si mauvaise idée. Sauf qu'il existe une expérience qui la détruit complètement. Prenez une couche de verre très fine, un film, 2 surfaces maintenant au lieu d'une. Une surface avant et une surface arrière. Si chaque surface réfléchit 4% indépendamment, on s'attendrait à obtenir une réflexion totale d'environ 8%. N'est-ce pas? 4 à l'avant, environ 4 à l'arrière. Addition simple, mais ce n'est pas ce qui se passe. Même pas proche. En fonction de l'épaisseur exacte de cette couche de verre, on peut obtenir une réflexion allant de 0% à 16%. 0, 16. Le même verre, la même lumière, juste des épaisseurs différentes, et la réflexion oscille de façon spectaculaire entre rien et 4 fois plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Comment est-ce possible? Comment l'ajout d'une seconde surface peut-il parfois annuler la réflexion de la première surface? C'est comme si l'arrière du verre s'avançait dans le temps et disait à la surface avant de ne pas réfléchir. Si vous continuez à épaissir le verre, le motif se répète indéfiniment, de manière parfaitement régulière. Grâce à un équipement très précis, on peut observer ce schéma se répéter pendant des millions de cycles, des millions. Il ne s'agit pas d'un effet mineur. C'est absolument fondamental pour comprendre le comportement de la lumière. Alors, que se passe-t-il réellement? Bon, c'est là que ça devient vraiment bizarre. L'explication qui fonctionne, la seule explication qui corresponde à toutes les expériences, est que la lumière ne suit pas un seul chemin. Elle ne décide pas de refléter ou de ne pas refléter. Au contraire, et je sais que cela paraît complètement insensé, la lumière emprunte simultanément tous les chemins possibles. Lorsqu'un photon frappe ce verre, il ne choisit pas. Elle explore toutes les options simultanément. Elle se réfléchit sur la surface avant et la traverse, puis se réfléchit sur la surface arrière et la traverse. Les deux, simultanément. Toutes ces possibilités se produisent simultanément. Attendez, si tout se produit, comment se fait-il que nous constations des résultats concrets? Comment se fait-il que le détecteur fasse un clic ou pas? Voici la clé. Chaque chemin possible comporte ce que nous appelons une amplitude de probabilité. Imaginez une petite flèche, et ces flèches peuvent pointer dans différentes directions. Lorsqu'on les additionne, les flèches pointant dans la même direction donnent un résultat plus grand. Les flèches pointant dans des directions opposées s'annulent mutuellement. Ainsi, lorsque la lumière traverse une fine couche de verre, la flèche résultant de la réflexion sur la surface avant et la flèche résultant de la réflexion sur la surface arrière peuvent pointer dans la même direction. Si on les additionne, on obtient une grande flèche, ce qui signifie une forte probabilité de réflexion, 16% au lieu de 8%. Mais si l'épaisseur du verre est légèrement différente, ces flèches pourraient pointer dans des directions opposées. Ils s'annulent parfaitement. Réflexion nulle. La lumière venant de l'avant et la lumière venant de l'arrière interfèrent de manière destructive. Ils s'éliminent littéralement l'un l'autre. Et il ne s'agit pas simplement de verre, c'est tout. Miroir, lentilles, arc-en-ciel, couleur du ciel. Pourquoi les métaux sont brillants? Pourquoi l'eau est transparente? Tout se résume à ces petites flèches qui s'additionnent ou s'annulent. Tout cela suppose que la lumière explore simultanément tous les chemins possibles.
La théorie qui décrit cela est la théorie la plus précise de toute la science. Il permet d'effectuer des prédictions précises à 12 décimales près. Si vous mesuriez la distance entre Los Angeles et New York, cette théorie pourrait vous donner la réponse à l'épaisseur d'un cheveu près. C'est dire à quel point c'est bon. Mais demandez à n'importe quel physicien d'expliquer pourquoi la lumière se comporte ainsi, pourquoi elle explore tous les chemins, pourquoi la probabilité agit à travers ces petites flèches. Ils ne peuvent pas vous le dire. Non pas parce qu'ils n'y ont pas pensé. Ils ont. Des générations de personnes brillantes ont essayé. La réponse est que nous ne savons pas. La nature fonctionne ainsi. Pensez à un miroir ordinaire. Vous avez probablement appris que la lumière se réfléchit sur un miroir selon une règle simple. L'angle entrant est égal à l'angle sortant. C'est vrai. Mais pourquoi ? L'explication que vous avez probablement entendue est que la lumière se propage en ligne droite et rebondit comme une balle. La lumière se réfléchit en réalité sur toutes les parties du miroir, pas seulement la partie centrale où les angles se rejoignent. Chaque détail, même les bords, même les coins, la lumière qui se reflète sur le bord gauche de votre miroir est absolument réelle. Cela existe. Ça arrive. Alors pourquoi ne voyons-nous que le reflet du milieu, là où les angles correspondent? À cause de ces flèches, les trajets partant du centre du miroir mettent tous à peu près le même temps pour aller de la source à votre œil. Leurs flèches pointent dans des directions similaires. Ça finit par faire beaucoup. Ils se renforcent mutuellement. Mais les trajets depuis les bords, ils prennent des temps différents, très différents. Leurs flèches tournent donc sur elles-mêmes et pointent dans tous les sens. Un bord forme une flèche pointant vers le haut. Le prochain emplacement contribue en pointant vers le bas. Ils annulent. La contribution des bords disparaît tout simplement. Il est possible de prouver que la lumière se réfléchit sur les bords d'un miroir. Si vous prenez ce miroir et que vous en grattez très soigneusement des parties, non pas au hasard, mais selon un motif précis, en enlevant les parties qui contribueraient à ce que les flèches pointent dans les mauvaises directions, soudain le bord du miroir se met à réfléchir de façon incontrôlable, à des angles qui devraient être impossibles. Voici comment fonctionne un réseau de diffraction. Il s'agit littéralement d'un miroir dont la majeure partie est astucieusement masquée pour que l'annulation ne se produise plus. La lumière ne connaît donc pas la loi de la réflexion. Il ne sait pas que l'angle d'entrée doit être égal à l'angle de sortie. Ça se répand partout, et la somme mathématique de ces flèches donne l'impression qu'il existe une règle simple. Ce même phénomène explique pourquoi la lumière se courbe lorsqu'elle pénètre dans l'eau. Ce n'est pas parce que la lumière sait ralentir et changer de direction. La lumière emprunte simultanément tous les chemins à travers l'eau. Les zones où la flexion serait incorrecte s'annulent. Seules les surfaces où la courbure est parfaitement régulière, suivant ce que l'on appelle la loi de la réfraction, sont celles où les flèches s'alignent. Réfléchissez-y. Chaque règle simple que vous avez apprise sur la lumière à l'école est en réalité la conséquence de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus étrange. La lumière explore toutes les possibilités, et les règles émergent de l'interférence entre toutes ces possibilités. Voici ce que la physique a découvert au XXe siècle. Et honnêtement, vraiment, ça n'a jamais été totalement logique pour personne. Pas intuitivement. On peut parfaitement calculer avec. On peut construire des lasers, des fibres optiques et toutes sortes de technologies à partir de là. Mais en le comprenant, en ayant vraiment le sentiment de saisir pourquoi la nature fonctionne ainsi. D'accord. Maintenant, nous devons approfondir le sujet, car ce que je vous ai dit jusqu'à présent ne concerne que la lumière qui rebondit. Mais la lumière ne se contente pas de rebondir. Elle interagit avec la matière, avec les électrons. Et c'est là que les choses deviennent, eh bien, encore plus absurdes. Voici ce que nous savons avec certitude. Dans tout l'univers, en ce qui concerne la lumière et la matière, il n'existe que deux types de particules qui comptent. Seulement deux. Les photons, qui sont des particules de lumière, et les électrons, qui sont des particules de matière. Les éléments qui permettent aux atomes de fonctionner. C'est ça. Deux joueurs. Et tout ce que vous voyez autour de vous, chaque couleur, chaque reflet, chaque ombre,
Le simple fait que vous puissiez tout voir provient de ces deux particules qui exécutent une danse très simple. Il n'y a que 3 choses qui peuvent arriver. 3 actions de base, c'est tout. Premièrement, un photon peut se déplacer d'un endroit à un autre. Il se déplace simplement à travers l'espace et le temps. Deuxièmement, un électron peut se déplacer d'un endroit à un autre. Même idée. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, un électron peut absorber ou émettre un photon. 3 actions. Voici la liste complète. Tout le reste, absolument tout, n'est que combinaison de ces 3 éléments qui se répètent sans cesse selon différentes configurations. Réfléchissez à ce que cela signifie. Que se passe-t-il quand vous voyez une pomme rouge ? Les photons du soleil frappent les électrons à la surface de la pomme. Ces électrons absorbent les photons, s'agitent et émettent de nouveaux photons. Les photons rouges sont émis en plus grande quantité que les photons bleus en raison de la disposition des électrons dans cette molécule particulière. Ces photons rouges se dirigent vers votre œil, percutent les électrons de votre rétine, sont absorbés et déclenchent une chaîne d'événements qui aboutit finalement à l'expérience de voir du rouge. Tout, chaque étape, se résume à ces 3 actions. Le photon se déplace, l'électron se déplace, l'électron interagit avec le photon encore et encore. C'est là que les choses deviennent mathématiques. Non pas de manière compliquée, mais de manière surprenante. Chacune de ces 3 actions est associée à un numéro, une amplitude de probabilité, une de ces petites flèches dont nous avons parlé. Pour un photon voyageant du point A au point B, il y a une flèche. Pour un électron se déplaçant de A à B, il y a une flèche. Et pour l'interaction, lorsqu'un électron émet ou absorbe un photon, il y a aussi une flèche. La flèche représentant l'interaction a toujours la même taille. Toujours, quoi qu'il arrive. Il s'agit d'un nombre unique, approximativement 0,1. Ou, si vous voulez raisonner en termes de probabilité, vous le mettez au carré et vous obtenez environ 1%. Une chance sur 100. Ce nombre est, je veux dire, l'une des choses les plus mystérieuses de toute la physique. On le voit partout. Elle détermine l'intensité de la force électromagnétique. Il contrôle la façon dont les atomes sont liés. Elle établit l'échelle de toute la chimie. Et personne, absolument personne, ne sait d'où ça vient. Vous pouvez le mesurer avec une précision incroyable. Il est approximativement de 137 ou environ 0,00073. Les physiciens l'appellent la constante de structure fine. Et si vous demandez pourquoi elle a cette valeur plutôt qu'une autre, vous n'obtenez que le silence, des regards perplexes, peut-être quelques spéculations, mais aucune réponse. C'est comme se demander pourquoi la vitesse de la lumière est ce qu'elle est, ou pourquoi l'électron a la masse qu'il a. Ce sont des nombres que nous pouvons mesurer, mais que nous ne pouvons pas expliquer. Ce ne sont que des faits concernant l'univers, des faits bruts, sans raison plus profonde que quiconque ait pu découvrir. Nous avons donc ces 3 actions et leurs flèches. Pour comprendre ce qui se passe réellement dans toute situation impliquant la lumière et la matière, il faut maintenant faire quelque chose de remarquable. Tu dessines des images. Pas n'importe quelles images, des schémas très précis. Vous représentez toutes les manières possibles dont quelque chose pourrait se produire en utilisant uniquement ces 3 actions de base. Un photon va ici, heurte un électron. L'électron se déplace, émet un photon, ce photon va ailleurs, et ainsi de suite. Ensuite, vous calculez la flèche de chaque diagramme en multipliant entre elles toutes les flèches individuelles correspondant à chaque action de ce diagramme. Le photon se déplace, multiplié par sa flèche. L'électron se déplace, multiplié par sa flèche. L'interaction se produit, multiplié par 0,1. Une fois que vous avez tous les schémas et toutes leurs flèches, vous les additionnez. Comme précédemment avec le miroir, certaines flèches renforcent, d'autres annulent. La dernière flèche que vous obtenez, vous la mettez au carré, et cela vous donne votre probabilité. À chaque interaction, par exemple lorsqu'un électron émet ou absorbe un photon, on multiplie par ce petit nombre, environ 0,1. Ainsi, un diagramme avec une seule interaction a un facteur de 0,1. Un diagramme avec 2 interactions a 0,1, 0,1, soit 0,01. 3 interactions vous donnent 0,12,1. Plus le diagramme est complexe, plus sa contribution est faible. Voilà pourquoi la physique peut faire des prédictions. Ce sont les schémas les plus simples qui comptent le plus.
Les plus complexes contribuent de moins en moins. Vous pouvez ignorer la plupart des possibilités infinies, car leurs flèches sont trop petites pour avoir une importance. Mais vous ne pouvez pas tous les ignorer. Et c'est de là que vient la précision. Pour obtenir des prédictions vraiment précises, il faut inclure des diagrammes de plus en plus complexes. Chacune apporte une minuscule correction. Et lorsque l'on additionne des milliers de ces corrections, les prédictions correspondent aux expériences à 12 décimales près. 12. C'est comme mesurer la distance à travers un pays et obtenir une mesure précise à un cheveu près. Aucune autre théorie scientifique n'approche un tel niveau de précision. Voici quelque chose qui semble impossible à croire, mais qui fonctionne. Dans ces schémas, les photons peuvent faire des choses qui semblent impossibles. Ils peuvent voyager dans le temps. Ils peuvent aller plus vite que la lumière. Elles peuvent avoir une énergie négative. Attendez. Quoi? Comment cela peut-il être autorisé? Le plus important, c'est que ces photons étranges ne sont jamais observés directement. On les appelle des photons virtuels. Elles n'existent que comme étapes intermédiaires dans un calcul. Ici, un véritable électron émet un photon virtuel. Ce photon virtuel accomplit quelque chose d'impossible, comme voyager dans le temps. Puis, un autre électron l'absorbe. Le résultat final est simplement 2 électrons qui se repoussent. Vous ne voyez jamais le photon virtuel. On ne peut pas le détecter avec un détecteur. Elle n'existe que comme moyen de décrire mathématiquement l'interaction. Et voici ce qui est incroyable. Il faut inclure ces chemins impossibles. Si vous ne preniez en compte que les schémas qui semblent logiques, vous obtiendriez des réponses incorrectes. Cette théorie ne fonctionne que si l'on laisse les photons faire des choses insensées au milieu du calcul, même si la réponse finale décrit toujours quelque chose de parfaitement raisonnable. Voilà ce que les physiciens veulent dire lorsqu'ils affirment que la nature est absurde. Pas absurde au sens aléatoire du terme. Absurde d'une manière très précise et très spécifique qui donne des prédictions parfaitement exactes. Les règles semblent absurdes, mais elles fonctionnent. Voici la question qui hante tout. Pourquoi ces règles? Pourquoi l'intensité de l'interaction a-t-elle cette valeur particulière? Pourquoi les flèches s'additionnent-elles de cette façon? Pourquoi la probabilité est-elle calculée en élevant la flèche au carré plutôt qu'en la mettant au cube, en prenant sa valeur absolue ou autrement? Personne ne le sait. Ces questions se posent depuis près d'un siècle. Les plus grands esprits de la physique se sont penchés sur ces questions, et nous ne sommes pas plus près des réponses qu'au début. La théorie fonctionne. C'est la théorie la plus réussie que l'humanité ait jamais élaborée. Mais comprendre pourquoi ça fonctionne, ça reste encore hors de portée. Et il y a une certaine forme d'honnêteté à admettre que la science ne consiste pas à prétendre tout savoir. Il s'agit d'être précis sur ce que nous savons, et clair sur ce que nous ignorons. Nous savons comment se comporte la lumière. Nous pouvons le calculer avec une précision extraordinaire. Pourquoi il se comporte ainsi? Cela reste un mystère. Peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera la solution. Peut-être que la réponse se cache dans une équation que personne n'a encore écrite. Ou peut-être que certaines choses sont tout simplement comme elles sont. Et demander pourquoi, c'est comme demander pourquoi le nombre 3 est impair. C'est tout simplement ainsi. Mais tant que nous n'en sommes pas sûrs, nous continuons à calculer. Nous continuons les tests. Nous repoussons sans cesse les limites de la précision, à la recherche de la moindre faille dans la théorie qui pourrait nous donner un indice sur ce qui se cache derrière. Pour l'instant, aucune fissure, juste cette image étrange, magnifique et complètement absurde de la lumière explorant tous les chemins à la fois, et les mathématiques qui, d'une manière ou d'une autre, trouvent toujours la bonne réponse. Alors, récapitulons tout cela, car ce que nous avons découvert est profondément troublant, et je pense que ça vaut la peine de supporter ce malaise un instant. Nous avons commencé par une question simple. Comment fonctionne la lumière? Et la réponse s'est avérée être que la lumière explore simultanément tous les chemins possibles. Il ne choisit pas. Il ne décide pas. Il fait tout en même temps. Et les mathématiques de l'interférence mettent en évidence ce que nous observons réellement. C'est déjà assez bizarre comme ça. Mais ensuite, nous sommes allés plus loin. Nous avons constaté que toutes les interactions entre la lumière et la matière se résument à 3 actions fondamentales.
Le photon se déplace, l'électron se déplace, l'électron échange un photon. Voilà toute l'histoire. Et ces actions se combinent selon des règles impliquant de petites flèches, des amplitudes de probabilité qui s'additionnent et s'annulent de manière à prédire parfaitement ce qui se passe. Quand on comprend vraiment cette image, on réalise quelque chose d'inquiétant. Le monde que nous voyons, le monde des objets solides, des événements précis et de la lumière se propageant en ligne droite. Ce monde-là est une sorte d'illusion. Ce n'est pas une illusion au sens où ce serait faux. C'est réel. Mais elle émerge de quelque chose de bien plus étrange en dessous. En dessous, il n'y a pas de ligne droite. Il y a toutes les lignes. Tous les chemins possibles se concrétisent simultanément. En réalité, il n'y a pas de résultat définitif tant que rien n'est mesuré. Des amplitudes, des possibilités, toutes superposées. Le monde classique que nous connaissons est le résultat de la moyenne de milliards de ces événements quantiques. Les flèches qui pointent dans toutes les directions s'annulent en grande partie. Ce qui subsiste, ce sont les choses qui paraissent sensées, celles qui correspondent à notre intuition. Mais cette intuition n'est qu'une conséquence de l'échelle. À notre échelle, l'étrangeté se dissimule. Il ne s'agit pas d'une limite de nos connaissances. Ce n'est pas que nous n'ayons pas encore compris le mécanisme sous-jacent. À ce que l'on sache, il n'existe pas de mécanisme plus profond. Le niveau quantique est le niveau le plus bas. Les flèches, les interférences et la probabilité. Voilà ce qu'est réellement la réalité. Vous pourriez, se racle la gorge, penser « D'accord, mais il y a sûrement une variable cachée que nous n'avons pas encore trouvée. » Un mécanisme sous-jacent détermine quel photon est réfléchi et lequel traverse le faisceau. Une explication qui permettrait de tout rendre à nouveau déterministe, comme l'était la physique classique. On cherche depuis près d'un siècle. Des gens ont regardé. Ils ont mené des expériences incroyablement ingénieuses, destinées à surprendre la nature en train de nous cacher des informations. Et à chaque fois, la nature ne cache rien. Le caractère aléatoire est bien réel. La probabilité est fondamentale. Il n'y a pas de scénario secret qui détermine les résultats à l'avance. Beaucoup de physiciens ont eu du mal à l'accepter. Certains des plus grands esprits du XXe siècle ont passé des décennies à essayer de trouver une solution. Ils n'ont pas pu. Non pas parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents, mais parce qu'il ne semble pas y avoir d'autres solutions. C'est ainsi que fonctionne la réalité. La physique a renoncé à quelque chose. Elle a renoncé à l'idée que nous puissions, même en principe, prédire exactement ce qui va se passer. Le mieux que nous puissions faire, le mieux absolu en ayant une connaissance parfaite de tout, c'est de calculer les probabilités. C'est ça. C'est le plafond. Et vous savez quoi ? La théorie qui accepte cette limitation est, et de loin, la théorie la plus précise jamais produite par l'humanité. Il n'y a même pas photo. Ainsi, quel que soit le malaise que nous éprouvons face au caractère fondamental des probabilités, la nature ne semble pas partager ce malaise. On a tendance à croire que la science explique les choses, que lorsqu'on comprend vraiment quelque chose, on peut dire pourquoi cela se produit. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La science décrit les choses. Il vous indique comment les choses se comportent avec une précision incroyable. Mais les questions du « pourquoi ?» elles, n'ont souvent pas de réponse. Pourquoi l'interaction entre la lumière et la matière a-t-elle une force de 1 sur 137 ? Personne ne le sait. Pourquoi la probabilité est-elle obtenue en élevant l'amplitude au carré ? Personne ne le sait. Pourquoi les règles de la mécanique quantique s'expriment-elles ainsi et pas autrement ? Personne ne le sait. Ce ne sont pas des questions auxquelles la science n'a pas su répondre. Ce sont des questions qui pourraient bien rester sans réponse. Ou, s'ils ont des réponses, ces réponses pourraient simplement repousser le mystère d'un niveau. Vous expliquez ceci en termes de cela, puis vous devez expliquer cela en termes d'autre chose. Et finalement, on touche le fond. On arrive à un point où la seule chose honnête à dire est « c'est comme ça ». Vous devez être à l'aise avec ça. Il faut accepter de ne pas savoir et ne pas faire semblant. D'accord ? Là où vous faites semblant que la question ne vous dérange pas. En fait, d'accord. Parce que l'univers ne nous doit pas d'explications qui correspondent à nos intuitions. Elle ne nous doit pas de réponses qui nous satisfassent. Il fait tout simplement ce qu'il fait.
Et notre travail consiste à décrire cela, aussi précisément que possible. Le plus étrange, c'est qu'une fois qu'on accepte cela, cette étrangeté devient presque belle. La lumière explorant tous les chemins à la fois n'est pas seulement bizarre, elle est élégante. Le fait que toute la chimie, la biologie et la science des matériaux émergent de 3 actions simples n'est pas seulement surprenant, c'est profond. Le fait que nous puissions prédire quoi que ce soit dans un univers aussi étrange est remarquable. Cette image de la réalité avec ses amplitudes de probabilité, ses interférences et ses particules qui font des choses impossibles quand personne ne regarde. Cela ne venait pas de la philosophie. Cela ne provenait pas d'une réflexion pure. Cela provient d'expérience. Les gens ont mesuré des choses, ont obtenu des résultats incohérents et ont été contraints d'inventer de nouveaux concepts pour décrire ce qu'ils observaient. La nature nous a contraints, à contre-cœur et en hurlant, à cette compréhension. Nous ne voulions pas de mécanique quantique. Nous n'avons pas demandé que la probabilité soit fondamentale. Mais les expériences ne laissaient pas le choix. Et c'est ainsi que fonctionne la science. Vous ne choisissez pas ce qui est vrai. Vous suivez l'épreuve où qu'elle mène, même si cela vous conduit dans un endroit inconfortable. Nous avons une théorie qui fonctionne de façon spectaculaire. Une théorie selon laquelle la lumière est à la fois plus simple et plus étrange que quiconque ne l'imaginait. 3 actions, petite flèche, interférence. Cela suffit à expliquer tous les phénomènes optiques jamais observés. Chaque couleur, chaque reflet, chaque arc-en-ciel, chaque laser. Mais nous ne comprenons pas pourquoi cette théorie est vraie. Nous ignorons d'où viennent ces règles. Nous ignorons s'ils auraient pu être différents ou s'il existe un principe plus profond qui les rend inévitables. Et peut-être que c'est bien comme ça. La réponse honnête est peut-être que nous sommes encore en train de la chercher. La science n'est pas terminée. Il se pourrait qu'il ne soit jamais terminé. Il y aura peut-être toujours une autre couche, un autre mystère, une autre question à laquelle nous ne pouvons pas encore répondre. Mais regardez le chemin parcouru. Il y a 100 ans, nous ignorions même que la lumière se présentait sous forme de particules. Nous pouvons désormais prédire son comportement avec une précision de 12 décimales. Nous pouvons construire des lasers, des fibres optiques et des technologies qui auraient semblé relever de la pure magie aux générations précédentes. L'univers est plus étrange que nous ne l'avons jamais imaginé. Et contre toute attente, nous commençons à comprendre.